D'abord, assalamu alaikum. Merci de votre invitation, merci de votre présence. Alors, on m'a demandé de parler en arabe et en français. Je vais parler essentiellement en français et il y aura des passages en arabe. Pour moi, c'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de parler de l'émir en Algérie. J'ai déjà eu l'occasion de parler de l'émir plusieurs fois en France, en Bulgarie, au Canada, mais c'est la deuxième fois. Et c'est la première fois que je parle de l'émir dans sa région natale. Alors c'est assez délicat, parce que lorsque je m'adresse à un public de manière générale, j'essaye de m'adapter au public. Alors évidemment, quand on parle d'Abdelkader en France, on doit donner des données anthropologiques, des données historiques, des repères, puisqu'il appartenait à une époque, à un temps, à un lieu et à une foi, à une religion, et aussi à une spiritualité. Mais avant de commencer, j'ai parlé avec quelques amis, évidemment, d'ici de Masque, qui m'ont dit que finalement, au final, Abdelkader, on le connaît peu, même chez lui. Alors on a cette expression en français qui dit que nul n'est prophète dans son pays. Et au fond, donc, la question, je vais peut-être vous dire des choses que vous savez, et peut-être que je vais vous dire des choses que vous ne savez pas. Je vais essayer de m'adapter. Il y aura un temps de questions et réponses, et on essaiera de répondre au mieux. Alors, Hussein a dit que j'avais parlé de vivre ensemble chez l'émir Abdelkader. La notion de vivre ensemble, c'est une notion assez complexe. C'est pas qu'elle est assez complexe, elle est assez, disons, elle a été longtemps politique, et aujourd'hui, avec les événements dans le monde, en Europe, au Proche-Orient, elle redevient une condition pour créer précisément une société, une cohésion sociale, une cohésion culturelle, une cohésion religieuse, parce qu'elle a été mise à mal. Il y a des choses qui étaient évidentes il y a quelques années, aujourd'hui elles ne le sont plus. Alors, je vais vous poser la question, mais tout en vous donnant la réponse. Est-ce que vous savez qu'il y a une ville aux États-Unis qui porte le nom d'Abdelkader, dans l'Ohio, et depuis 1846? Est-ce que vous savez qu'il y a une place à Mexico City qui porte le nom de l'émir Abdelkader, avec sa statue? Est-ce que vous savez qu'il y a une place à Paris qui s'appelle la place de l'émir Abdelkader? Est-ce que vous savez qu'il y a un lieu à Toulon qui s'appelle, c'est un rond-point, le rond-point Abdelkader? Est-ce que vous savez que vous avez une promenade à Pau, dans une ville dans le sud-ouest de la France, dans le Béarn, qui s'appelle la promenade ou la promenade de l'émir Abdelkader? Donc il y a un certain nombre de lieux dans le monde, et là vous avez bien compris, en dehors du monde musulman, parce que je pourrais aussi vous citer le lycée émir Abdelkader à Beyrouth, également, qui porte le nom de l'émir. La première chose qu'on va se poser comme question, c'est pourquoi des pays qui ne sont pas musulmans, des pays qui ne sont pas arabes, vont attribuer un nom de lieu à l'émir Abdelkader. Alors je vous ai parlé de nom de lieu, mais je pourrais aussi vous dire par exemple qu'il y a une fleur, un Pelargonium domesticum, pour ceux qui connaissent un peu les variétés de fleurs, qui porte le nom de l'émir depuis 1846 et qui a eu le premier prix lors d'un prix de botanique. Est-ce que vous savez qu'il y a une variété de fraises qui s'appelle Abdelkader? Est-ce que vous savez qu'il y a une variété de roses qui s'appelle aussi Abdelkader? Est-ce que vous savez aussi qu'en 1851-52, il y a eu un cheval à Londres qui gagnait toutes les courses, parce que les Anglais étaient des grands amateurs de courses hippiques, qui s'appelait aussi Abdelkader? Je pourrais encore donner d'autres exemples, mais je m'arrête là. Juste pour à chaque fois poser la question pourquoi, à un moment donné, un homme politique, un botaniste, un religieux, un catholique, etc., vont donner, utiliser, transmettre ce nom d'Abdelkader. L'histoire de l'émir, elle est très longue.
Je l'ai dit tout à l'heure à un ami, il dit si on commence à en parler pendant des heures, et on continuera à en parler. Parce qu'il y a Abdelkader, disons qu'il y a 4-5 périodes. Il y a Abdelkader avant son élection, on va même dire avant la conquête de l'Algérie par la France, c'est-à-dire avant le printemps 1830, et toute cette vie qu'il a eue, son éducation religieuse, le lieu où il a grandi, et son pèlerinage à la Mecque. Il y a ensuite, à partir de 1830, l'arrivée donc de l'armée d'Afrique et le début de la conquête et son entrée dans l'histoire à partir de son élection et de la Moubaya'a donc à l'automne 1832. Il y a ensuite la fin de son combat en 1847 et le début de sa captivité 1847-1852. Il y a ensuite la période de l'exil. Et dans cette période de l'exil, il y a deux périodes, celle qu'il a vécue donc entre 52 et l'été 1855 à Bursa, donc en Anatolie, dans le nord de la Turquie, et ensuite à partir de décembre 1855, son exil à Damas, où il va mourir en 1883. Et à l'intérieur de cette deuxième période de l'exil, on pourrait parler de ses différents voyages, à la fois au Proche-Orient, par exemple, son pèlerinage à Jérusalem en 1856-57. C'est intéressant à découvrir. On pourra parler aussi de son voyage en France en 1855, l'été jusqu'à septembre 1855. On pourra parler du voyage de l'émir en Europe aussi en 1865. Et à Londres notamment, il va passer 48 heures environ, donc au début août 1865. Il va notamment visiter l'exposition ouvrière de Crystal Palace. On pourra aussi parler de 1867 et son voyage en Europe où il assiste à l'exposition universelle. Et enfin, le dernier grand événement auquel il a assisté mondial, c'est l'inauguration du canal de Suez à l'automne 1869. Donc on voit qu'il y a différentes périodes et de différents grands événements liés à l'émir Abdelkader. Moi, ce que je vais vous proposer là maintenant, si vous êtes d'accord, c'est d'essayer de comprendre ce qui a permis de fixer la mémoire de l'émir. Parce que des grands guerriers, il y en a eu dans l'histoire. Ils faisaient partie de ces grands stratèges militaires. Des Ahl Zawiya, il y en a eu. On a ici en Algérie beaucoup de mausolées de gens. Le père de l'émir, par exemple, c'est Mahiuddin qui a son mausolée, son arrière-grand-père, son aïeul Sidi Krana, etc. Donc on a un certain nombre de personnalités qui ont été transmises, dont on a hérité pour le plan spirituel, le plan de la baraka aussi parfois. Mais l'émir appartient à la fois à la catégorie des politiques, des stratèges militaires, et des mystiques, et des religieux. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a à la fois